Bonjour. Image difficile à supporter que celle que vous venez de voir. Des images que vous avez déjà vues hier soir si vous avez suivi notre émission L'événement. Bien entendu, c'est cette marée noire, cette terrible marée noire qui apparemment ne fait que s'amplifier compte tenu de ce qui s'est passé ce matin. À 7 h du matin, la Moco Cadix s'est cassée en deux. Nous verrons d'autres images tout à l'heure de la matinée grâce à nos reporters sur place et Claude Pirard fera le point de ce qui se passe en ce moment sur les côtes bretonnes. Mais tout de suite, l'actualité immédiate et d'abord pour tous ceux qui sont passionnés de football, le résultat du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Voici ce qui attend les différents clubs en quart de finale. Nice contre Nantes, Bastia contre Monaco, Valenciennes contre Nancy et Sochaux contre Marseille. C'est à Jane Birkin que l'on doit le tirage au sort de ces quarts de finale ce matin à l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy. Les matchs allés auront lieu le 14 avril sur le terrain du 1er nommé et le retour aura lieu le 18 avril. Vous voici fixés amateurs de football. Et puisque je parle de date, regardons un peu, si vous le voulez ensemble, le calendrier des jours prochains. D'abord, un retour sur hier. Le calendrier de l'Élysée comportait 3 rendez-vous pour le président de la République, Force ouvrière, l'UNAF et les PME. Ce matin, 24 mars, 3 rendez-vous également, et le premier avait lieu ce matin. Il était très attendu, la CFDT chez le président de la République, conduite par Edmond Maire. Oui, Yves Morosi, un entretien qui était très attendu, qui a duré 1 h 15. En fait, à 10 h 55, Edmond Maire est arrivé sur la cour de l'Élysée, ici, en voiture, accompagné par 6 autres dirigeants de la CFDT. Et croyez-moi, les journalistes étaient particulièrement nombreux pour entourer le leader syndical et pour l'accompagner jusqu'au perron de l'Élysée. Nous avons présenté notre demande essentielle à Edmond Maire, à savoir le déblocage des négociations. Nous avons fait nos critiques, justes mais sévères, c'est toujours Edmond Maire qui parle, nos critiques des pratiques du passé où les grandes organisations syndicales n'ont pas été considérées comme des interlocuteurs. Fin de citation. Autre commentaire du secrétaire général de la CFDT, vous allez l'entendre tout de suite. Nous avons mis l'accent sur la nécessité de changer la politique économique pour réaliser les objectifs prioritaires des travailleurs, mais aussi pour faire entrer dans les faits les affirmations du président de la République faites il y a 2 jours sur les bas salaires, l'emploi et les libertés. Mais je vous propose d'écouter Edmond Maire à la sortie de son entretien avec Valéry Giscard d'Estaing. Edmond Maire dans quelques secondes. Nous avons aussi abordé les procédures de négociation, la négociation directe, la consultation, l'impulsion nécessaire du gouvernement sur le patronat. Et nous avons donc conclu sur notre demande que, conformément à la volonté populaire exprimée dans l'action passée et au cours des élections, et conformément aussi à un certain nombre de promesses qui ont été faites du côté de la majorité, il fallait que dans les temps qui viennent, il y ait déblocage des négociations. Le président de la République nous a écoutés avec attention, a fait très peu de commentaires et nous avons donc, à notre sens, tout simplement à attendre les actes pour juger sur pièce, très calmement, très lucidement. Le test, finalement, les commentaires pourront être faits d'ici 2 à 3 mois, lorsque l'on verra comment, concrètement, oui ou non, on engage des négociations sur l'ensemble des grands thèmes en débat, tant avec le gouvernement qu'avec le patronat. Voilà donc pour la déclaration d'Edmond Maire à sa sortie de l'Élysée ce matin après 1 h 15 d'entretien avec le président de la République. Déclaration recueillie par une foule de journalistes, parmi lesquels donc François Got pour TF1. Mais les journalistes du service social, comme les journalistes du service politique, ne quitteront pas de sitôt la cour de l'Élysée. En effet, si on regarde encore le calendrier, eh bien on s'aperçoit qu'à 15 h cet après-midi, ce sera la CGC, la Confédération Générale des Cadres, et à 17 h, l'Assemblée permanente des chambres de métiers qui sera reçue par le président de la République. Tournons les pages, le 25, le 26, le 27, c'est le week-end pascal que le président passera à Euton, et puis le 28, tout recommence. À 10 h, première audience
Le RPR. À 11h30, ce sera le tour de la FNSEA. J'avais inscrit la CGT à 16h30, mais il y a eu un changement de programme ce matin. Il n'y aura pas la CGT le 28. En revanche, le rendez-vous avec François Mitterrand est maintenu à 17h30 le 28 mars. Le 29, c'est-à-dire le mercredi, jour traditionnel du Conseil des ministres qui aura lieu le matin, deux autres rendez-vous sociaux à 17h avec le CNPF et à 18h avec la CFTC. Ensuite, jeudi, une journée chargée pour le président de la République. À 10h, nous venons de l'apprendre, l'UDF. À 11h30, Georges Ségui pour la CGT. À 15h30, Georges Marchais, la délégation du Parti communiste. À 17h, Robert Fabre pour les radicaux de gauche. Et enfin, conclusion de tous ces entretiens avec Raymond Barre à 18h le jeudi 30 mars. Ensuite de ça, il appartiendra au président de la République de tirer les conséquences de tous ces rendez-vous, et ce, avant la rentrée parlementaire du 3 avril, c'est-à-dire lundi prochain, enfin lundi en 8 exactement. Et à ce moment-là, on saura ce qu'il en est de toutes ces consultations, plutôt de tous ces entretiens entre le président de la République et les partenaires sociaux ou les partenaires politiques, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition. Et c'est du reste sur toute la philosophie de ces entretiens que nous allons revenir tout de suite avec Jacques Hébert. Et oui, si les Anglais, si les Italiens ou les Allemands avaient eu ce matin la possibilité de lire tous les titres des journaux français, ils n'auraient certainement pas manqué d'être surpris. En effet, dans ces pays, pourtant proches de nous, rien n'est plus normal qu'une visite des leaders de l'opposition au chef de l'État avant que soit constitué un nouveau gouvernement. Mais voilà, en France, cela devient un événement, un gros événement. Tous à l'Élysée, écrit Le Matin. Toute la gauche au rendez-vous de Giscard, titre Le Figaro. Et puis ces autres titres. François, la gauche à l'Élysée. Le Quotidien de Paris, gauche-droite, après l'après-guerre. L'Aurore, Marchais, Mitterrand, Fabre, Maire, Ségui, ils iront tous à l'Élysée. Libération, la gauche aux marches du Palais, et même le quotidien communiste L'Humanité n'échappe pas à la règle. L'Humanité qui ajoute « Monsieur Marchais sera à l'Élysée l'interprète d'une grande force ». Le rapport des forces extrêmement serré issu du scrutin ont créé une situation nouvelle dont Giscard d'Estaing doit à présent tenir compte. Et il y a toute chance pour que les invités de la semaine prochaine consacrent leur week-end à la révision des dossiers. Il y a toute chance pour qu'ils préparent en détail leur entretien pour qu'il soit le plus efficace. Car c'est bien le résultat de ces entretiens, et on a, il faut le dire, tendance à l'oublier aujourd'hui, qui sera le plus important. Du côté des formations politiques invitées à l'Élysée la semaine prochaine, il ne s'est trouvé qu'une voix, celle du CRS, l'aile gauche du Parti socialiste, pour reprocher l'empressement avec lequel François Mitterrand a répondu à l'invitation du président de la République. Mais il s'agit plus d'une critique de forme que de fond. Dans la majorité, qui sera donc elle aussi reçue la semaine prochaine, on ne note pour l'instant aucune réaction officielle du RPR. Toutefois, à la lecture de la lettre de la Nation de ce matin, on sent bien que le mouvement gaulliste est comme sur la réserve à propos des initiatives présidentielles. Tous les projecteurs étant braqués sur les chefs de l'opposition, écrit le directeur de la lettre de la Nation, Pierre Charpy, eh bien la réception des dirigeants de la majorité risque de rester dans l'ombre. C'est illogique dans la mesure où c'est sur eux que le président de la République devra compter pour soutenir son gouvernement. Le chef de l'État, poursuit Pierre Charpy, que je cite, compte bien tirer de cette attraction un bénéfice dans l'esprit des Français fatigués par les affrontements d'une trop longue campagne électorale. À l'UDF, on se réjouit en revanche de ces invitations lancées par le président de la République, l'UDF, qui a depuis hier après-midi un nouveau président, Jean Le Canuet, qu'a rencontré Alain Chailloux. Jean Le Canuet, vous voilà donc président de l'UDF. Alors est-ce que c'est parce que vous êtes l'homme le plus compétent pour occuper ce poste, ou est-ce pour encourager le CDS à franchir définitivement le pas? Je n'ai pas apporté d'appréciation sur moi-même. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le choix a été unanime et que j'imagine que mes amis ont pensé que dans les circonstances présentes, j'étais celui qui pouvait le mieux représenter cette volonté de soutien à l'action du président de la République. Le président de l'UDF aura-t-il un rôle prééminent? Il aura le rôle qui est celui, normalement, d'une union de formation politique. Je serai celui qui exprime le point de vue commun au nom de toutes les formations, chaque fois que l'union sera interrogée, comme vous le faites vous-même aujourd'hui. J'imagine que vous avez déjà fait un premier pointage. Combien, pour l'instant, y a-t-il de députés qui vont s'inscrire au groupe UDF? On ne peut pas encore, à l'heure actuelle, donner un chiffre exact. Nous comptons sur un chiffre qui tourne autour de 135 et qui pourrait être dépassé. C'est vous dire la force
et l'ampleur de ce courant de l'Union pour la démocratie française. Messieurs Mitterrand et Marchais ont accepté de se rendre à l'invitation de M. Giscard d'Estaing au Palais de l'Élysée la semaine prochaine. Qu'en pensez-vous? J'allais dire enfin. Enfin. Il est indispensable que nous n'ayons pas un climat de conflit permanent. Ce n'est pas la première fois que le président de la République offre ce dialogue, mais c'est la première fois que M. Mitterrand accepte, et je m'en félicite, d'avoir un entretien sur le fond des problèmes avec le président de la République. C'est le fonctionnement normal d'une démocratie. Voilà, je vous ai donné tous les rendez-vous pour le président de la République. Je vous rappelle, en ce qui concerne les formations de la majorité, rendez-vous est pris avec le RPR à l'Élysée le mardi 28 à 10h et avec l'UDF le jeudi 30 à 10h également. Cela dit, voyons maintenant l'ensemble de l'actualité avec Claude Pierrat. S'il fallait résumer le drame de la Bretagne, en voici les grands titres avant de faire le point en détail. Ce matin vers 7 h, le pétrolier s'est coupé en deux. La marée noire progresse lentement vers l'est. Le plan Polmar a été déclenché dans les départements de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine. Et c'est dès mardi que les pêcheurs de Brest et de Morlaix bénéficieront des premières mesures d'indemnisation. Le point d'interrogation aussi, la météo et surtout les vents conjugués à la marée d'équinoxe. Guy Larivière, avant de voir le temps pour cette fête de Pâques sur l'ensemble de la France, en Bretagne. Bien, vous le voyez, actuellement en Bretagne, on est exactement entre deux coups de vent, c'est-à-dire dans une amélioration relative. Et vous le voyez également sur l'Atlantique, on a de nouveau une zone de pluie et de vent fort qui va arriver cette nuit ou demain. Maintenant, ce n'est pas parce qu'elle va coïncider avec cette forte marée qu'elle va être très forte. Il n'y a pas de liaison entre les fortes marées et les fortes tempêtes. Mais enfin, il est évident que dans la mesure où la mer va monter plus haut, le vent se renforçant, la pollution va également augmenter. Vous le voyez également, actuellement, il y a une zone de pluie importante dans le sud-ouest et il pleut dans le sud-ouest depuis 24 heures. Les rivières qui descendent des Pyrénées et de l'ouest du Massif central sont en crue ou sur le point de l'être. Et vous le voyez aussi, il neige sur les Pyrénées et il neige également. Il neigeait à Millau, à Lyon et en direction du Morvan et à Grenoble aussi ce matin. Chutes de neige qui depuis 3 ou 4 jours sont d'ailleurs très importantes sur les Vosges, le Jura et les Savoies jusqu'aux Hautes-Alpes et qui peuvent donner de nouveau un risque d'avalanche important avec le vent fort naturellement qui continue. Alors pour demain, eh bien cette nuit et demain matin, les nouvelles pluies dont je vous parlais seront donc, avec les vents, seront donc sur l'ouest, la Bretagne et la Normandie. Et puis en mi-journée, elles auront gagné, une fois de plus, le bassin parisien, le centre et l'Aquitaine, en donnant des neiges naturellement sur les Pyrénées. À l'avant de cette zone de mauvais temps, il fera d'abord relativement beau sur l'est, les Alpes et le Midi. Et puis en cours de journée, naturellement, ces pluies gagneront vers l'est en donnant de la neige au-dessus de 800 à 1000 mètres d'altitude. Donc samedi, vraiment du mauvais temps sur toute la France. Et quand même dimanche, le temps à gibouler devrait se généraliser. Et vous pouvez espérer peut-être que les éclaircies seront les plus nombreuses. Donc dimanche, on aura un temps assez potable, disons. Mais lundi, de nouveau, des pluies, au moins sur la moitié nord de la France, la moitié sud restant quand même sans doute à l'écart. Merci Guy Larivière. Je vous l'ai dit, l'élément nouveau en ce qui concerne la marée noire, c'est ce matin le fait que le pétrolier se soit littéralement coupé en deux. Non loin de l'Amoco-Cadiz se trouve l'envoyé spécial de TF1, Robert Werner, avec un des responsables de la préfecture maritime de Brest. Les fuites continuent toujours. À marée haute, bien sûr, le mazout se trouve en haut des cuves et gicle par des ouvertures sur le pont. Et à marée basse, il fuit par les éventuelles ouvertures qu'il y a sous la coque. Quand on est dessus, sur ce pétrolier, est-ce que c'est spectaculaire? Est-ce que ça sort par projet ou pas? D'après nos plongeurs des mineurs, c'est très spectaculaire. C'est très spectaculaire, d'autant que la mer, très souvent mauvaise, augmente, si vous voulez, la beauté, entre guillemets, du spectacle. Le pont est excessivement glissant, il est très difficile de se tenir debout sur ce pont. D'autant que depuis hier, les mouvements de la partie avant ont augmenté. Est-ce que le bateau risque de se soulever, comme on l'a dit, au moment de la marée? Eh bien, cela est très difficile à dire, parce que ce qu'il faut voir, c'est que lorsque le mazout quitte le bateau, il est plus ou moins remplacé par de l'eau de mer. Alors, côté poids total du bateau, si vous voulez, il resterait à peu près identique.
Réaction des professionnels de la pêche pour éviter la psychose du poisson pollué. Au comité central des pêches maritimes, on a indiqué que la production de la région polluée n'était que de 500 tonnes par an sur les 800 000 tonnes consommées annuellement en France. De plus, les grands centres de pêche du sud de la Bretagne ne sont pas touchés. Pour les ostréiculteurs, la solution a été de déménager certains parcs à huîtres, notamment dans la région de Cancale, qui, elle, n'est pas atteinte par la marée noire. Ce pétrole risque-t-il vraiment de transformer la côte en véritable désert comme le redoutent les Bretons? La réponse est moins évidente qu'on le pense, notamment au laboratoire de biologie marine de Roscoff, où les spécialistes estiment que cette catastrophe ne détruira pas définitivement la vie animale et végétale. Michel Chevalet. Ici, à Roscoff, on sait ce qu'est une marée noire. On en a l'expérience. C'était, il est vrai, il y a 11 ans avec le Torrey Canyon. De fait, les spécialistes du laboratoire de biologie marine de Roscoff étudient l'impact du pétrole sur la faune et la flore. Mais hélas, l'expérience du Torrey Canyon, pour précieuse qu'elle soit, n'est pas directement applicable. Une marée noire ne ressemble jamais à une autre. Il reste pourtant que la portion de zone touchée est unique au monde par la richesse de sa faune et de sa flore. On y compte 650 espèces différentes de microalgues, 3500 espèces de protozoaires et même chaque année, près de 80 spécialistes du monde entier viennent se pencher sur cette réserve biologique. Mais que va-t-il en rester après la marée noire? Est-ce la mort? Non, il faut bien voir les choses. Et là, je me tourne vers les écologistes, notamment vers les scientifiques écologistes. Il faut tout de même se garder de dire n'importe quoi. Jusqu'à présent, ce qu'on peut dire, c'est qu'une marée noire modifie l'écosystème pendant un certain temps, les écosystèmes littoraux, ils créent des déséquilibres, des mortalités. Ne parlons pas de la mortalité des oiseaux, qui est certainement le phénomène le plus tragique au départ. Le plus spectaculaire. Le plus spectaculaire. Mais en plus, les communautés littorales sont altérées, elles sont en déséquilibre. Et puis, au bout d'un certain temps, cet équilibre revient avec quelques cicatrices. Ainsi, au bout de 2 ans, les algues vertes les plus résistantes réapparaissent. Puis, c'est au tour des algues marron les plus familières. Ensuite, des coquillages viennent peu à peu repeupler la zone. Pendant ce temps, les zones soumises à l'action des micro-organismes, des bactéries, sont nettoyées du pétrole, tant et si bien qu'au bout de 5 à 7 ans, un nouvel équilibre est réapparu et toute trace de pétrole a disparu. Seules pourtant, quelques espèces, les moins prolifiques, auront disparu et seront les victimes bien innocentes de cette pollution. Bon, alors, une marée noire n'assassine pas la mer, il ne s'agit pas de dire ça, mais ce qu'il faut dire, c'est que ces marées noires ne doivent pas se répéter. La réponse à la question, encore une fois, c'est on n'a pas vu de marée noire tuer la mer, mais la répétition de blessures de ce genre est dangereuse et risque d'affecter. C'est pour ça qu'il faut faire tout ce qu'il faut et faire le nécessaire à quelque prix que ce soit, pour que ce soit bien la dernière. Maintenant, je vous propose un rapide retour en arrière et qui en vaut la peine, afin de mieux comprendre l'ampleur de la catastrophe. Hier, sur TF1, l'événement, l'émission de Henri Marc, Christian Bernadac et Julien Besançon, consacrait un grand reportage à la pollution provoquée par l'Amoco Cadiz. Après les images de notre générique, d'autres images saisissantes à voir ou à revoir. Cela, c'était déjà hier, car ce matin vers 7 h, on vient de vous le dire, l'épave de l'Amoco Cadiz s'est disloquée sous les coups répétés de la mer déchaînée. De ce fait, les dernières cuves pleines qui pouvaient encore avoir résisté aux attaques de la mer se vident de leur contenu empoisonné. Un véritable flot de mazout s'échappe du côté bâbord, achevant de libérer ce qu'il pouvait rester des 220 000 tonnes de brut, renfermant dramatique pour les hommes et leurs activités, les conséquences sont plus immédiatement tragiques pour la faune et la flore. Soumises aux caprices des éléments, les autorités qui ont déclenché le plan Polmar doivent attendre que la marée d'équinoxe de ce week-end ait produit ses effets. Après seulement, on pourra mieux agir.
Ces actions limiteront peut-être le silencieux carnage auquel sont soumis oiseaux, poissons, coquillages et flores de la côte bretonne. Oui, un oiseau en forme de symbole. En participant à la dernière épreuve de la course autour du monde, dont vous verrez des images ce soir à 20h, Éric Tabarly, en rejoignant Portsmouth, est passé non loin de la marée noire. Sa réaction sur cette catastrophe au micro de Christian Brincourt. Ça se passerait n'importe où ailleurs, ça me ferait quelque chose déjà aussi que des kilomètres de côte soient pollués, mais la Bretagne forcément me touche plus. Mais enfin, c'est vraiment des incidents dramatiques. Est-ce que tu estimes que l'on aurait dû prévoir des règlements interdisant l'approche de nos côtes de la part de ces pétroliers? De toute façon, il faut qu'ils rentrent en Manche. La Manche, c'est pas de toute façon pas grand. C'est assez curieux que sur une avarie de gouvernail, quand même, il arrive jusque-là. Sans pouvoir alerter un remorqueur, Enfin, moi, ça me paraît drôle. Pour en terminer avec ce dossier marée noire, je vous signale que ce soir, dans le journal de Roger Giquel, à 20h, TF1 consacrera un des premiers reportages au problème du remorquage, qui est vraiment à la base et à l'origine de cette catastrophe. À l'étranger, départ ce matin de Toulouse d'un nouveau contingent de casques bleus français pour le Liban, 350 hommes du 3e RIMA de Carcassonne. Aux États-Unis, après l'échec des négociations Begin-Carter, la cote d'Israël est en baisse. Un sondage révèle que 42% des Américains seraient partisans de couper l'aide à Israël si ce pays ne parvient pas à signer la paix avec ses voisins. En raison de son état de santé, c'est de ses appartements et par radio que le pape Paul VI dirigera cet après-midi le chemin de croix du Vendredi Saint au Colisée. C'est la première fois depuis 15 ans que le pape ne participe pas aux cérémonies de la Semaine Sainte. Maurice Schumann vient d'être élu président de l'Association des Amis de la République française, une association de coopération internationale et qui regroupe principalement des étrangers résidant en France, notamment les ambassadeurs des différents pays. Dans le domaine littéraire, Maurice Schumann vient de publier un livre, Angoisse et certitude, où l'homme politique s'efface au profit de l'homme de réflexion, comme il l'a confié à Jacques Lenoir. Maurice Schumann, le titre de votre ouvrage mérite quelques explications. De quelle angoisse, de quelle certitude s'agit-il? L'angoisse du physicien qui a inventé la bombe atomique et qui est terrifié par son invention. L'angoisse du chimiste, par exemple, de Jean Rostand, qui dit nous prétendons changer l'homme avant de savoir ce que c'est que l'homme. L'angoisse de l'humanité, qui pour la première fois dans son histoire se sent menacée de destruction totale. Certitude, le plus beau cri du siècle. Valentin Feldman, qui au moment d'être fusillé par les nazis, leur crie « Imbécile, c'est pour vous que je meurs ». Alors il y a un avenir, et par conséquent l'espoir est vainqueur. La mort, c'est un des thèmes de réflexion de ce livre. Il y a aussi la vie et la liberté. Pourquoi ces trois thèmes? D'abord, parce que la mort de l'humanité, tuée par elle-même, est la menace immédiate. À partir du moment où une réflexion en profondeur conduit à conjurer ce péril, on en revient à la vie et au secret de la vie, tel que la biologie moléculaire cherche pour la première fois dans notre histoire à le dégager. Mais après ces prodigieuses métamorphoses, y a-t-il encore une chance pour la liberté? Alors c'est l'interversion des facteurs, la mort d'abord, la vie ensuite, la liberté pour finir, qui donne son sens à mon livre. La dernière phrase de ce livre, c'est « L'espoir reste vainqueur ». C'est donc un ouvrage malgré tout optimiste. Oui, parce que je crois que peu à peu, laborieusement, difficilement, à travers les pires épreuves,
le choc des cultures est en train de remplacer le choc des idéologies. Alors le choc des cultures, après la fin des hégémonies culturelles, ça signifie que l'humanité retrouve ce qu'elle a de complémentaire et par là même le sens de son unité. On pouvait s'attendre de votre part à un livre de mémoire ou d'engagement politique, c'est une réflexion philosophique. Alors est-ce que l'homme d'action ne s'efface pas un peu au profit de l'homme de réflexion? Non, je ne crois pas du tout à la Tour d'Ivoire. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Angoisse et certitude, paru aux éditions Flammarion. En bref, cocktail Molotov contre la présidence du RPR à Mulhouse, mais l'engin n'a pas explosé. Un détenu permissionnaire de la centrale de Poissy a été arrêté en flagrant délit de hold-up dans une bijouterie du 10e arrondissement, purgeant une peine de réclusion criminelle. Il avait bénéficié de 3 jours de permission. Hold-up hier soir dans un bureau de poste du 17e arrondissement. 5 hommes masqués et armés ont emporté 700 000 francs. À Valence, fin du procès de l'explosion de la cartoucherie de Clérieux qui avait fait 6 morts. Jugement le 25 avril. À Rion, intervention des forces de police dans la prison où 200 détenus faisaient la grève pour protester contre la nourriture. La progression de la rage, le premier cas vient d'être signalé dans le département de la Haute-Savoie. Enfin, Jérôme Gallion, le demi-mêlée de l'équipe de France de rugby, a été sacré meilleur joueur du tournoi des 5 nations par les journalistes français et étrangers. Avant d'en venir à la suite et d'accueillir un invité que vous connaissez déjà, je voudrais vous dire dans le calendrier dont je parlais au début de ce journal concernant les rendez-vous du président de la République, 2 petites modifications. D'abord, à 16h30 aujourd'hui, ce seront l'ensemble chambres de commerce et des métiers qui seront reçus par le président de la République. Et mardi à 11h30, j'avais parlé de la FNSEA, ce sont tous les syndicats agricoles qui seront reçus par le président de la République. Cela dit, eh bien, puisqu'on parle du président de la République, nous allons certainement avoir à en reparler avec Jacques Idier. Jacques Idier, non pas au niveau de journaliste politique, qui est le sien habituellement lorsqu'il est devant les caméras de TF1, mais au niveau du romancier, puisqu'il vient d'écrire un roman, L'ambassadeur de Venise, aux éditions Nchou, un roman où vous n'avez pas pu laisser de côté quand même votre regard de journaliste, Jacques Idier. Non, mais c'était tout à fait fatal, puisque l'histoire, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui habite à Paris, dans une bâtisse superbe qui est un palais en ruine, et qui se prend pour l'ambassadeur de Venise à Paris. Et il fait un rêve complètement fou, mais après tout, l'histoire est faite de rêves fous qui se réalisent selon les circonstances. Il rêve de transformer ce quartier en une nouvelle Venise, avec des gondoles, rue Saint-Antoine, place des Vosges, et jusqu'à l'hôtel de ville. Alors il est évident que pour réaliser un tel projet, il lui faut mettre toute une machine en marche à laquelle lui, il croit profondément, mais personne d'autre n'y croit. Il y a donc le maire de Paris dans cette histoire, puisque ça regarde sa ville, et le président de la République qui, lui aussi, petit à petit, se met à rêver de Venise et laisse cette machine se mettre en route, laisse ce vieux fou réaliser son rêve. Il va falloir qu'il réussisse à convaincre tous les interlocuteurs possibles, y compris le Parti communiste, dont vous dites qu'il est tout à fait apte à comprendre, puisqu'il est d'organisation vénitienne. Oui, c'est vrai. La constitution de Venise, enfin c'est un grand débat, mais ressemble un petit peu au centralisme démocratique. C'est vrai qu'il y a une scène, à un moment, il y a le chantier rue Saint-Antoine, et le président de la République vient visiter le chantier, qui a été creusé par des travailleurs immigrés qui ne savaient d'ailleurs pas du tout ce qu'ils faisaient. Ils se sont mis à creuser, il se trouve que c'est un canal, mais ils n'en savaient rien. Alors il vient visiter ce chantier, puis il y rencontre là, également tout à fait par hasard, un dirigeant communiste, Roland Bois, et puis ils déjeunent ensemble sur le chantier avec des danseuses qui sont venues de Bangui et qui dansent autour d'eux, et ils se mettent d'accord sur cette nouvelle Venise. Oui, du reste, l'Afrique a une grosse importance dans votre livre. Oui, parce que, vous savez, cet ambassadeur, pourquoi veut-il faire une nouvelle Venise à Paris? C'est qu'il constate que notre civilisation vieillit un petit peu et qu'elle a la décadence un peu triste. Alors il voudrait égayer tout cela et il imagine, il a déjà vu une décadence qui est celle de Venise, et il imagine refaire des fêtes avec des canaux, et il fait appel tout naturellement à des travailleurs immigrés qui ont été expulsés d'un immeuble. Alors là on peut y voir un symbole, la montée du tiers-monde et notre civilisation qui est un petit peu, non pas sauvée, mais qui se renouvelle grâce à cette montée. Oui, il y a les travailleurs immigrés de la base, oui. Mais il y a aussi les chefs d'État africains. Il y a M. Bokassa, parce que importance. Bokassa est aussi un monsieur qui, comme Napoléon, finalement, a rêvé d'être empereur quand il était tout petit. Napoléon a bien rêvé, lui aussi, d'être empereur et de distribuer des royaumes à sa famille. C'était un rêve insensé. Bokassa fait le même rêve en copiant Napoléon, et finalement, il joue aussi son rôle puisqu'il apporte la main-d'œuvre. Vous avez découvert dans notre ami Jacques Idier un romancier en lisant son livre, oui, Jacques Legris. Absolument, et
En vous entendant et en riant du reste, parce que je pensais au passage en question, je crois que c'est très injuste vis-à-vis de Jacques Didier, parce qu'on présente son livre un peu comme un roman de politique fiction. Un de plus, me direz-vous, Yves, parce qu'on en a vu défiler pas mal, alors qu'il y a une dimension absolument poétique, fantastique même dans son livre. Il y a des passages où on pense à Edgar Poe pour le domaine de l'extraordinaire, et en même temps on pense à Marcel Aimé pour le réalisme quotidien absolument merveilleux. Et moi je souhaite que dans le prochain livre, enfin, Jacques Didier puisse se laisser libre cours à sa fantaisie, à son sens poétique des choses. Est-ce que le journalisme que vous pratiquez vous incite à la rêverie quand vous êtes chez vous seul? Vous savez que moi, alors là, je vais vous faire un aveu. Je suis journaliste politique, mais je considère un petit peu la politique comme je le dis dans mon livre, c'est-à-dire d'une manière un peu fantastique. Et il est vrai que la vie politique aujourd'hui, par nous, par la télévision, les moyens audiovisuels, est devenue une sorte de feuilleton quotidien avec ses acteurs, ses vedettes. Et nos hommes politiques sont des personnages de romans. Et c'est cet imaginaire quotidien qui arrive et qui est finalement fantastique. Quand vous voyez un tel allant à l'Élysée, tout ça, c'est un roman extraordinaire. Ça tombe bien en somme. Oui. Mais c'est un livre qui n'est pas daté. Qui n'est pas daté, ça se passe aujourd'hui à Paris. Ces personnages de romans, donc, que sont nos hommes politiques et nos dirigeants, ils jouent un rôle, mais ils jouent leur rôle normal, puisque finalement ils trouvent leur place tout naturellement dans un roman. Oui, c'est le président de la République, le maire de Paris, ce n'est pas Valéry Giscard d'Estaing et ce n'est pas obligatoirement Jacques Chirac. Non, et certains personnages portent des noms qui sont assez transparents, mais encore ils ne sont pas nommément désignés. Non, moi je recommande ce livre parce que c'est vraiment une distraction et il est rare, surtout en France, de trouver des écrivains qui ont un sens du fantastique dans lequel, il faut bien le dire, les anglo-saxons s'illustrent beaucoup plus volontiers que nous. Et c'est aussi la démonstration que, même assis sur un plateau de télévision, après quelques mois ou quelques années de campagne électorale, on peut encore rêver. Voilà. Bien, L'Ambassadeur de Venise, un roman de Jacques Didier aux éditions Tchou. Maintenant, si vous voulez rêver, eh bien, je vous propose de rêver avec ce qui sera, une fois toutes les 2 semaines, l'un des grands moments de TF1 à partir du 3 avril, la rue Sésame. La rue Sésame, que, grâce au lecteur de François et à TF1, un certain nombre d'entre vous ont déjà découvert ces jours-ci. Les ballons nous emmènent dans le ciel. C'est ça, les montgolfières? Ben oui, ça vient des frères Montgolfier. C'est ceux qui l'ont inventé. On a donné leur nom à leurs ballons, les ballons Montgolfières. Ouais, mais moi, je vois rien du tout. Oh, Mordicus, bah non, patiente un peu. Tiens, regarde. Ouais, je vois rien. Ça, c'est une saucisse. Vous voyez, les enfants? Mais pourquoi tu ris, toi? Une saucisse. Mais oui, c'est une saucisse. On s'en sert pour mesurer les conditions atmosphériques et la vitesse du vent. Oh, une saucisse. Bah, rien que le nom me met en appétit. Dis donc, et en forme de trognon, il y en a pas. Oh, il est bête, celui-là, c'est pas possible. Ah, tu viens d'avoir une idée de génie, remarque, hein? On l'appellerait par exemple le ballon trognon, hein? Ah non, 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 non. Ceux qui ont inventé la montgolfière s'appelaient montgolfier. Mon ballon trognon s'appellerait donc mordicussière. Oh, il est bête, celui-là. Non, mais c'est vrai. Les amis. Toccata, qu'est-ce qui lui arrive encore? Mais il est fou. Je suis prêt pour... Toccata et Mordicus, 2 héros que vous retrouverez en alternance une semaine sur 2 avec L'île aux enfants à 18h30 à partir du lundi 3 avril. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent après-midi. Au revoir et bon week-end Pascal.